Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, on va parler de notre ami Jean-Luc Mélenchon. Enfin, notre ami, entre guillemets, vous m'avez compris. Je ne suis pas là pour dire du bien de Jean-Luc Mélenchon, bien au contraire. Et ce ne sera pas mon propos, ce sera celui de Denis Colin, dans un article qui date de plusieurs mois, en fait. À la base, je voulais faire un article cet été, sauf que cet été, j'étais très fatigué avec la chaleur, j'ai eu un déménagement dans les pattes, euh, et donc du coup, ça a traîné sur la longueur, et finalement, voilà, j'ai dû faire d'autres vidéos entre-temps, et voilà, c'était pas fait, et donc du coup, voilà, c'était pas si à chaud que ça. Mais du coup, je rattrape un peu ça. Et comme d'habitude, quand je lis un article, on lit un article et puis je peux très bien vous faire un petit commentaire, de vous dire mon opinion sur le sujet, faire une critique de ce qui a pu être éventuellement dit, ou ça peut être une critique positive ou négative, on va dire. Je peux rajouter une analyse par-dessus celle de la personne que je viens de lire. Mais du coup, on va commencer. Donc ça, c'est un article du mercredi 2 juillet 2025 sur le blog La Sociale, blog de Denis Colin, en l'occurrence un article de Denis Colin. Il n'y a pas que Denis Colin, hein, il y a des gens comme Jacques Cotta, par exemple, et autres, sur le blog La Sociale. Et donc, on va commencer. Ça s'intitule Réponse à Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est le mercredi 2 juillet 2025 par Denis Colin. Réponse à Jean-Luc Mélenchon, mercredi 2 juillet 2025 par Denis Colin. Dans un court passage d'une très longue interview, on recommence. Réponse à Jean-Luc Mélenchon, mercredi 2 juillet 2025 par Denis Colin. Allez, on y va. Dans un court passage d'une très longue interview, Jean-Luc Mélenchon me cite comme un maître à penser, qui lui a fait comprendre des choses, et bien que je sois censé l'attaquer et le entre guillemets traîner dans la boue, il tient à me dire qu'il me garde son estime si toutefois je regarde cette vidéo. Je ne sais pas ce qui a rappelé à Mélenchon le travail que j'avais fait pour lui sur la critique du déterminisme et la théorie du chaos. Ce travail constitue une partie de son livre À la conquête du chaos pour un nouveau réalisme en politique de Noël 1991, qui est un peu aussi mon livre sous cet angle. Depuis que j'écris beaucoup de choses, bien plus importantes selon moi, tout mon travail sur Marx ou ma position de synthèse républicaine pour une république sociale, voire morale et justice sociale, Seuil 2001, ou Revive la République, Armand Collin 2005 et bien d'autres encore. Pourquoi évoquer cette partie marginale de mon travail? Pour dire que la seule chose intéressante, chez Denis Collin est sa contribution à la formation de la pensée de Mélenchon, et qu'on peut laisser le reste à la critique rongeuse des souris. Pour dire que la seule chose intéressante chez Denis Colin est sa contribution à la formation de la pensée de Mélenchon, et qu'on peut laisser le reste à la critique, à la critique rongeuse des souris. Pour dire que la seule chose intéressante chez Denis Colin est sa contribution à la formation de la pensée de Mélenchon, et qu'on peut laisser le reste à la critique rongeuse des souris. À la critique rongeuse des souris. Mais puisque Jean-Luc Mélenchon se souvient de tout cela, et qu'il semble attendre une réponse, je vais essayer d'aller au fond des choses. Ma rupture avec Jean-Luc Mélenchon n'a rien à voir avec son caractère, entre guillemets, bienveillant, dit-il. Ma rupture avec Jean-Luc Mélenchon n'a rien à voir avec son caractère bienveillant, dit-il. Elle est foncièrement politique et le chef de LFI fait semblant de ne pas le comprendre. J'évoquerai ici quelques épisodes de cette histoire. J'ai rencontré Jean-Luc Mélenchon dans une vie antérieure. J'ai rencontré Jean-Luc Mélenchon dans une vie antérieure, quand nous étions l'un et l'autre militants trotskistes de l'OCI. C'est-à-dire, trotskistes entre guillemets, je précise. J'ai rencontré Jean-Luc Mélenchon dans une vie antérieure. J'ai rencontré Jean-Luc Mélenchon dans une vie antérieure, quand nous étions l'un et l'autre militants entre guillemets trotskistes de l'OCI, c'est-à-dire lambertistes. C'était en 1974-1975, 1975, pardon.
C'était en 1974-1975. C'était en 1974-1975, quand Mélenchon était, entre guillemets, sans terre. Sans terre, c'est un nom propre. S majuscule A-N-T-E 2 R E. J'ai eu quelques contacts indirects avec lui en 1977, quand il était devenu le bras droit de Claude Germont, maire socialiste de Massy. La fédération de l'Essonne du PS La fédération de l'Essonne du PS était menacée de tomber dans les mains des rocardiens. La fédération de l'Essonne du PS était menacée de tomber dans les mains des rocardiens. Mélenchon fit appel à ses pas si ex, entre guillemets, que ça, camarades de l'OCI, pour garder la Fédé aux mitterrandistes. Passons sur cet épisode. J'ai retrouvé cette fois directement Jean-Luc Mélenchon en 1983, au moment où naissait SOS Raciste. J'ai retrouvé cette fois directement Mélenchon en 1983, au moment où naissait SOS Racisme, aventure dans laquelle je m'étais engagé. Avec mon ami Jacques Cotta et notre petit bulletin militant. Entre guillemets. Enfin, militant, c'est le nom du bulletin. Et notre petit bulletin militant. Nous étions devenus membres du Parti socialiste. Et par le plus grand des hasards, qui fait bien les choses, nous nous sommes retrouvés entre Mélenchon et son bulletin Données et arguments. Et les amis de Drey avec qui nous avions créé un bulletin Questions socialistes. C'est à ce moment que je suis devenu un peu plus qu'un collaborateur régulier de Données et arguments, maintenant sous-titré à gauche. Bulletin censé donner la ligne aux amis de Mélenchon, principalement dans le département de l'Essonne. J'ai animé des journées de réflexion destinées militants proches de D et A, données et arguments. J'ai animé des journées de réflexion destinées aux militants proches de D et A. Ils ont dû mettre une coquille, j'imagine. Enfin, voilà, vous voulez. Aux militants proches de D et A, de données et arguments. J'ai participé en bon militant mélenchonien à la préparation du triste congrès de Rennes du PS et bien d'autres choses sur lesquelles il n'est pas uni. J'ai participé en bon militant mélenchonien à la préparation du triste congrès de Rennes du PS et de bien d'autres choses sur lesquelles il n'est pas utile de s'étendre. « 1992 a marqué une première rupture, et pas sur une petite question, pas à cause du mauvais caractère des uns et des autres, mais à cause du traité de Maastricht. Jean-Luc Mélenchon et toute l'équipe de SOS Racisme étaient engagés à fond pour le oui, conformément à la position de Mitterrand. J'étais pour le non. Jean-Luc Mélenchon a rompu notre dernière conversation par un définitif. Tu fais le jeu de Le Pen. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des vies politiques séparées. Cotta et moi étions devenus des sortes de chevènementistes. Ils ont mis moi au lieu de moi. Bon, il y a des coquilles. Cotta et moi étions devenus des sortes de chevènementistes, ce qui nous a tenus jusqu'à la présidentielle de 2002 et la dislocation finale du pôle républicain et la fin du mouvement des citoyens. Ce qui nous a tenus jusqu'à la présidentielle 2002 et la dislocation finale du pôle républicain et la fin du mouvement des citoyens. Le soutien de Mélenchon et de Chevènement pour un temps au gouvernement de la gauche plurielle, un gouvernement qui n'a fait que continuer et aggraver la ligne sociale-libérale de la gauche, a également motivé nos critiques de la politique de Mélenchon, devenu ministre aux côtés de Jacques Lang.
Le soutien de Mélenchon et de Chevènement pour un temps au gouvernement de la gauche plurielle, un gouvernement qui n'a fait que continuer et aggraver la ligne social-libérale de la gauche, a également motivé nos critiques de la politique de Mélenchon, devenu ministre aux côtés de Jacques Lang. À cela, il faut ajouter nos désaccords profonds sur le socialisme bolivarien. L'amitié politique avec Chavez pendant que Chavez se rapprochait de la dictature islamique de l'Iran, et plus généralement des illusions entretenues vis-à-vis de la gauche, de la gauche latino-américaine, néo-péronisme inclus. J'ai renoué avec Jean-Luc Mélenchon, et par là même avec le député socialiste du Nord, Marc Dolez, dans la préparation de la campagne pour le référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005, où cette fois Mélenchon avait rejoint la position noniste que Jacques Cotta et moi défendions dans la sociale. Mais en 2008, la sortie du PS en plein congrès et la création du parti de gauche, partenaire du PCF, c'est-à-dire de Marie-Georges Buffet, dans le « front de gauche », nous a laissés pour le moins sceptiques. Nous avons pourtant appelé à voter Mélenchon en 2012. J'avais eu l'occasion d'expliquer mon vote dans la sociale. Article « Il faut une nouvelle République ». Ce qui nous retenait d'aller plus loin dans la collaboration avec le PG, dans la collaboration avec le parti de gauche, c'était justement le maintien de la rhétorique entre guillemets de gauche qui nous semblait totalement dépassée. C'était justement le maintien de la rhétorique entre guillemets de gauche qui nous semblait totalement dépassée. C'est en 2001 que Jacques Cotta et moi-même avions publié L'illusion plurielle. L'illusion plurielle. Pourquoi la gauche n'est plus de gauche. J.C. Lattès. La campagne de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection de 2017 a changé la donne. En menant campagne en dehors du clivage gauche-droite, pour le peuple contre les élites, en défendant une nouvelle république laïque et sociale, en déployant le drapeau tricolore et en faisant chanter la Marseillaise, Jean-Luc Mélenchon, indépendamment de son fumeux mouvement gazeux La France Insoumise et de son programme fourre-tout L'Avenir en commun, avait compris l'essentiel. Il est impossible de proposer une alternative sérieuse sans reprendre appui sur l'aspiration à l'indépendance de la nation et le front de toutes les classes populaires. La ligne politique de Jean-Luc Mélenchon a fait ses preuves. À la surprise générale, il approche les 20% en trouvant des appuis dans toutes les couches de la population, commençant même à reconquérir des anciens électeurs de gauche retombés par colère du côté du Front National ou dégoûtés par les abandons successifs du PS. Commençant même à reconquérir des anciens électeurs de gauche retombés par colère du côté du Front National ou dégoûtés par les abandons successifs du PS. La gauche avait laissé tomber le drapeau de la nation, le drapeau des sans-culottes, et Mélenchon l'avait ramassé avec succès, au lieu d'en laisser le monopole à Madame Le Pen. Comme on le sait, les choses ont commencé à tourner mal dès le soir du résultat du premier tour. Le candidat de LFI, la mine déconfite, annonçait sa défaite, car il se voyait déjà élu président. Voir l'article référencé en annexe. Après quelques zigzags étranges, Mélenchon s'est laissé convaincre que lui avaient manqué les voix des banlieues, c'est-à-dire essentiellement les voix musulmanes. Ainsi, il opère un virage complet sur toute une série de questions politiques centrales, un virage qui va éjecter un certain nombre de militants et de dirigeants souvent venus du parti de gauche. La liste est longue, de François Coq à Georges Kuzmanovic, de Charlotte Girard à Manon Breton, etc. De purge en purge, LFI est devenu un parti communautariste musulman. L'événement important, le tournant et le lynchage organisé. L'événement important, le tournant et le lynchage organisé aux journées d'été de LFI du philosophe Henri Peña-Ruiz en 2019. Le ralliement du 10 septembre 2019 à une manifestation des frères musulmans pour dénoncer une prétendue islamophobie sera le jour de la honte.
le ralliement du 10 novembre 2019 à une manifestation des frères musulmans pour dénoncer la prétendue, entre guillemets, islamophobie restera le jour de la honte. On y a vu le banc et arrière-banc de LFI défiler derrière des sonos qui criaient « Allah Akbar ». Dans le même temps, la critique de l'UE passait au second plan. Le plan B, on sort de l'UE, disparaissait de la scène. On se souviendra de Manon Aubry, tête de liste LFI, qui embrasse Ursula von der Leyen après sa réélection à la tête de la commission. Plus de drapeau tricolore, plus de Marseillaise. La créolisation, créolisation et le ralliement à toutes les thèses des indigènes de la République sont les marqueurs de ce cours nouveau. Plus de drapeau tricolore, plus de Marseillaise. La créolisation et le ralliement à toutes les thèses des entre guillemets indigènes de la République sont les grands marqueurs de ce cours nouveau. Ouria Boutelja peut bien triompher. Mélenchon est une entre guillemets prise de guerre. En vérité, sur chaque question, le Mélenchon de 2025 dit exactement le contraire du Mélenchon des années 2015-2017. En vérité, sur chaque question, le Mélenchon de 2025 dit exactement le contraire du Mélenchon des années 2015-2017. Il était farouchement contre le voile et maintenant il y est favorable. Il était contre le communautarisme et maintenant il le soutient avec ferveur. Il était hostile à l'islamisme et le soutient maintenant, en assimilant toute critique de l'islamisme à l'islamophobie et cette dernière à du racisme. Il était hostile à l'islamisme et il le soutient maintenant, en assimilant toute critique de l'islamisme à l'islamophobie et cette dernière à du racisme. Jusqu'à sa position sur Israël qui s'est complètement inversée, reprenant les thèmes des palestinistes derrière Rima Hassan. Au lieu de rassembler pour une république sociale, il divise et utilise toutes les occasions pour diviser et donner au RN du grain à moudre. Jusqu'à ses dernières inventions concernant la langue française, qui ne devrait plus s'appeler le français, un de mes amis dit que Mélenchon est, entre guillemets, un, entre guillemets, troll. Est, entre guillemets, un troll. Ce personnage sur Internet qui raconte tout et n'importe quoi pour le seul plaisir de faire réagir, de mettre en colère, de mettre le bazar. Mélenchon est le troll de la politique française. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets, ce personnage sur Internet qui raconte tout et n'importe quoi pour le seul plaisir de faire réagir, de mettre en colère, de mettre le bazar. Mélenchon est le troll de la politique française. Fermez les guillemets. Il espère rassembler encore 20 ou 25%. Il espère rassembler encore 20 ou 25% et le vote, et le entre guillemets vote musulman est sa cible. Il est ainsi un garant du maintien du pouvoir en place. Jouant à une autre place exactement le rôle que jouait jadis le père Le Pen, dont il imite la manière de se mettre en scène et de distiller les petites phrases qui vont occuper les journalistes. Le cycle de Mélenchon, du trotskisme au communautarisme islamiste, suit étrangement l'évolution de cette organisation et de ce courant dont nous venons tous les deux, le trotskisme lambertiste, l'OCI, puis le PCI, devenu POI. J'avais pu observer que le lambertisme, depuis pas mal d'années, avait commencé à voir pour l'islam les yeux de Chimène. Ayant conquis la vieille libre pensée, réduite à un état assez groupusculaire, les lambertistes avaient abandonné leur anti-tiers-mondisme traditionnel. Non seulement ils avaient fait de Mugabe, l'ancien dictateur du Zimbabwe, un héros révolutionnaire, une sorte de entre guillemets marxiste naturel, fermez les guillemets, mais aussi via la trotskiste algérienne Louisa Hanoun, ils entretenaient des relations avec l'Algérie de Bouteflika. Ce nouveau goût pour les chefs nationalistes était totalement contraire à la ligne classique des lambertistes du vivant du entre guillemets parrain rouge. Lors de la campagne de 2017, le POI avait refusé de soutenir Mélenchon. Après son tournant islamiste, Mélenchon est devenu le nouveau porte-parole du POI. Les portes du 87, le local historique de l'OCI, 87 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris, le local historique de l'OCI,
87 rue du Faubourg le local historique de l'OCI, 87 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris, lui sont maintenant grandes ouvertes. Le local historique de l'OCI, 87 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris, lui sont maintenant grandes ouvertes. Sans la moindre réserve, le POI s'associe à ce que Lambert aurait qualifié de, entre guillemets, petite bourgeoisie décomposée. Dans ce bouleversement reste tout de même une constante, le mépris de la démocratie et le refus de toute discussion politique d'orientation qui pourrait être tranchée par les adhérents du parti. La ligne et les principes sont renversés, mais la méthode de direction, le chef a toujours raison et ceux qui contestent le chef sont des ennemis, le chef a toujours raison et ceux qui contestent le chef sont des ennemis, reste immuable. En ce sens, Mélenchon est bien resté un lambertiste. Dans l'interview déjà citée, Mélenchon fait mine de s'étonner. Ouvrez les guillemets. Il y a toute une gauche, je ne me suis jamais expliqué la difficulté qu'ils avaient avec moi. Dans l'interview déjà citée, Mélenchon fait mine de s'étonner. Ouvrez les guillemets. Il y a toute une gauche, je ne me suis jamais expliqué la difficulté qu'ils avaient avec moi. Fermez les guillemets. Il fait l'âne pour avoir du son. Il ne peut pas mesurer l'étendue des divergences politiques, même s'il se vante d'être le seul à, ouvrez les guillemets, avoir fait avancer le schmilblick. Fermez les guillemets. Avoir fait avancer le schmilblick. Fermez les guillemets. Je ne suis tout simplement pas d'accord avec lui et il s'agit de désaccords de principe. Jadis, il condamnait la théorie du grand remplacement de Renaud Camus, la caractérisant de fantasme d'extrême droite. Aujourd'hui, il se revendique de ce grand remplacement en demandant, entre guillemets, une nouvelle France contre la vieille France. Et cette nouvelle France, il la conçoit comme les résultats non d'une révolution sociale, mais d'une transformation démographique sur une base raciale. Que veut dire en effet son appel aux migrants pour qu'ils viennent épouser, entre guillemets, nos filles et nos garçons? Fermez les guillemets. Que veulent dire ces appels à régénérer la France par la jeunesse de l'autre côté de la Méditerranée? Considérant que le moteur de l'histoire est le nombre, il répète ce qu'il avait déjà dit dans l'ère du peuple, il développe une pensée qui en son fond est raciste, parce qu'elle place les considérations biologiques au point de départ de l'analyse historique. Que ce racisme soit très différent de celui des nazis, c'est évident. Que ce racisme soit très différent de celui des nazis, c'est évident. Que ce racisme soit très différent de celui des nazis, c'est évident. Mais c'est tout de même un racisme, c'est-à-dire une conception biologique de l'histoire. Il n'est dès lors pas très étonnant qu'il donne son appui au nouvel antisémitisme qui ne cesse de se développer dans notre pays. Le meurtre des ancêtres est à l'ordre du jour. Le meurtre des ancêtres est à l'ordre du jour, et le chef de la France insoumise appelle à liquider cette France des soi-disant entre guillemets fachos, de cette France des entre guillemets ploucs qui lui déplaît tant. Pour conclure, j'ignore pour quelle raison Mélenchon m'a invoqué comme son entre guillemets maître à penser. Que je ne suis pas. Muta mutandis. On se souvient qu'Alcibiade eut pour maître Socrate, mais l'ambition du jeune homme l'a conduit à trahir Athènes et à passer du côté de Sparte. Je ne suis pas Socrate, mais Mélenchon n'est pas non plus un stratège athénien. Et je n'ai aucune envie de boire de la ciguë pour être tenu comme responsable de la dérive épouvantable de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Moi, j'ai trouvé que ce texte était extrêmement bien dans l'ensemble. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que tous les deux, Mélenchon et Denis Colin, viennent du trotskisme. Alors, ça donne rarement de bons résultats à rentrer dans le trotskisme. Le trotskisme, c'est une perversion du léninisme qui trahit complètement le léninisme pour un cosmopolitisme bourgeois. Il faut quand même dire les choses. Le trotskisme, c'est une déformation du marxisme et du léninisme qui s'éloigne du socialisme pour un cosmopolitisme bourgeois dans l'ensemble. Il n'y a qu'à regarder Lutte ouvrière ou le NPA pour le comprendre. Évidemment, j'ai plus de respect pour Lutte ouvrière que pour le NPA. Il y a des braves types
mais qui sont à LO, qui y croient, alors que le NPA, c'est des gauchistes un peu... bah, c'est un gauchisme un peu attardé, en fait, le NPA. Il n'y a pas à tortiller des fesses. Quand on voit le niveau de bêtise idéologique, voilà, enfin, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Quand on voit l'histoire du trotskisme, on voit que ça déconne pas mal. Le lambertisme, c'est une école à part, si vous voulez. Dans le trotskisme, qui est une école tout à fait particulière qu'on pourrait, pour plaisanter, appeler du national-trotskisme. Parce que le trotskisme a tendance vraiment à déconner. Ça va, ce qu'on a évoqué sur la complaisance vis-à-vis de l'islam, il y a quand même eu un trotskiste britannique qui s'appelle Chris Harman, qui a quand même une théorie qui est celle de lutter contre l'impérialisme du coup des pays occidentaux et l'impérialisme américain notamment en s'alliant avec les islamistes. C'est la fameuse thèse de le prophète et le prolétariat de Chris Harman, qui est un trotskiste britannique. Et des exemples comme ça, il y en a à l'appel sur le niveau de connerie du trotskisme. Déjà en soi, le fait de vouloir contenir absolument la révolution après la pilée de la guerre soviéto-polonaise, qui était une défaite soviétique, c'est une connerie. L'anti-stalinisme était tellement stupide qu'il voulait continuer la révolution aux dépens de l'industrialisation. Et il y avait. Alors que Staline a été fidèle à Lénine sur l'anti-impérialisme, qui considérait qu'il fallait d'abord défendre l'indépendance des peuples colonisés avant de vouloir répandre la révolution en Europe. Et ce que Trotsky visait, c'était l'Allemagne, hein. Résultat, l'Allemagne, elle n'a pas fini rouge, elle a fini brune, hein. Bon. Et c'est pas fini, le trotskisme, c'est aller avec, c'est aller avec une collaboration avec le Troisième Reich, si on est sur la thèse de Piatakov. Si on se fie à la thèse de Piatakov, il semblerait que M. Trotsky, par anti-stalinisme, était prêt à collaborer avec Hitler contre Staline, en disant je m'allie avec Hitler pour renverser Staline et je m'occuperai du cas d'Hitler plus tard. C'est un niveau de dinguerie, le trotskisme, qui va très 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 loin. Très loin. Il y a déjà le fait, un peu avant l'entrée en guerre de l'Allemagne contre l'Union soviétique, il y a Trotsky qui prend position pour l'indépendance de l'Ukraine. Il y a des choses qui sont un niveau de bêtises dans le trotskisme qui sont hallucinantes. Il faut se rendre compte de ça. Enfin, ça explique certains des reproches que je fais à Denis Collin sur le côté oh, la bureaucratie c'est mal. Il te sort des trucs comme ça ou le parti d'avant-garde c'est mal. Alors je peux comprendre humainement que la déviation qu'il y a eu dans le trotskisme vis-à-vis du parti d'avant-garde et la critique du méchant stalinisme chez les trotskistes qui font pas mieux que les entre guillemets staliniens, les marxistes-léninistes, ça puisse amener ce genre de raisonnement. Le problème, c'est qu'on se fait infiltrer par des gauchistes ou des sociodémocrates quand on fait ça, et on finit par ne plus avoir de ligne cohérente quand on n'a pas de centralisme démocratique. Je précise. Hein, bon, ouais, le côté anti-bureaucratique, ça mène plutôt à faire le jeu des libéraux des réactionnaires, ce que font les gauchistes. L'abandon du léninisme, ça amène à avoir un parti qui se fait pas mal infiltrer. Euh, ouais, si tu veux avoir un parti qui résiste, s'il faut refonder un parti ouvrier qui résiste à tout ce qui est devenu la gauche un peu coconne, il faut avoir un parti léniniste en fait, on n'a pas le choix. Sinon, on se fait infiltrer et on finit par faire un mouvement gazeux. C'est bien beau de traiter LFI de mouvement gazeux, mais si on parle de parti de masse et pas de parti d'avant-garde, on part déjà sur un mouvement gazeux, sur un truc qui finit comme le PCF qui s'est fait déléniniser sous Marchais et qui a fini par faire du Robert Hue et faire du Pierre Laurent et du Fabien Roussel, c'est-à-dire ne plus avoir de colonne vertébrale du tout. Hein, je précise ça c'est mon gros désaccord avec Denis Collin. Hein. Sinon, sur tout un aspect qui est la synthèse entre marxisme et républicanisme, reprendre l'essentiel économique chez Marx et reprendre Jaurès. Alors lui, il veut faire moins la dictature du prolétariat. Moi, je garde la dictature du prolétariat, mais je précise que c'est pas la dictature du parti, mais d'une classe sociale qui est le prolétariat contre la bourgeoisie. Parce qu'il y a toujours un rapport de force entre
le prolétariat et la bourgeoisie. Et il faut l'organiser, et il faut que ce soit un rapport de force conscient et organisé, discipliné. Voilà. Et on est actuellement, que ce qu'on soit dans un régime capitaliste autoritaire à la Pinochet ou un système démocratie libérale, je suis désolé, mais il y a toujours une dictature de la bourgeoisie dans les deux cas. Et qui plus est, aujourd'hui, avec les structures supranationales qui participent au jeu, et avec à ce jeu-là, et avec la configuration du numérique, de la finance internationale d'aujourd'hui. En fait, le pouvoir des GAFAM, ça fait partie de la dictature de la bourgeoisie. La mondialisation aussi, je précise. Donc j'ai beaucoup de points d'accord avec de Nicolas sur la laïcité, sur le souverainisme. Alors, moi, il me ferait le reproche d'être un peu trop anticlérical. Lui, il concentre sur l'enjeu actuel qui est l'islam. Moi, je considère que les deux faces sont. Voilà, bon. Disons que c'est assez bizarre parce qu'il se revendique d'un socialisme conservateur, quoi, là. Mais de l'autre côté, vous avez Mélenchon. Mélenchon, il a une stratégie qui. Il a une. Il a réussi, certes, à avoir l'hégémonie de sa personne et de son mouvement à gauche. Et ça ressemble quasiment à une secte. Hein, ça ressemble à une secte, son truc. À embrigader des gens dans son truc. Mais c'est une gauche qui, de toute façon, se rétrécit. Elle est tellement sectaire, elle se rétrécit. Elle est obligée de se rétrécir. Elle propose des trucs qui ne tiennent pas ensemble. Déjà, quand tu prétends faire du social et que tu collabores avec l'Union européenne, qui est par définition un système néolibéral, perdre la souveraineté monétaire avec l'euro et perdre le contrôle de ses frontières avec l'Union européenne, ça ne mène qu'à des politiques de libre-échange, des politiques néolibérales. Comment tu peux faire du marxisme ou à minima du keynésianisme, hein, donc, déjà, si tu peux pas faire du keynésianisme dans ton pays, tu peux pas y faire du marxisme. Hein, si tu n'as pas la possibilité factuelle de faire un peu de politique social-démocrate keynésienne, comment tu peux dire je suis un révolutionnaire marxiste? Parce que je vois des jeunes qui se pensent révolutionnaires et qui disent qu'ils soutiennent les LFI parce que oh, on est la force dominante à gauche. Ouais, mais c'est une gauche qui trahit les travailleurs. Comment, comment on peut cracher sur la République, ce que font souvent les anards, hein, au passage, qui sont à la fois les pires idiots des réactionnaires et les pires idiots utiles des réactionnaires et les pires idiots utiles des libéraux. Hein, quand tu veux pas de frontières, quand tu veux pas de nation, soit la nation, tu les mets entre les mains de la droite réactionnaire, le résultat n'est pas forcément toujours beau à voir, soit abolissons les frontières, mais je suis pour la libre circulation des capitaux. Ça donne. Et le capitaliste, Oncle Sam, il est bien content, hein, le capitaliste de Wall Street, ou de la City. Hein, si c'est plus Oncle Sam, mais si c'est le British, le capitaliste britannique ou allemand ou que sais-je encore. Mais si vous êtes, si vous pouvez pas dire être contre la finance, comme le disait quelqu'un comme François Hollande, et avoir les points et mains liés, points et pieds liés à la finance en se ralliant à l'Union européenne qui est faite pour ça. Elle est conçue pour ça. Elle est conçue pour la libre circulation des biens et des personnes. Alors, je dis des biens et des personnes parce que il y a les capitaux, les flux financiers, et je vais emmerder les gens à gauche, mais j'en ai rien à fiche aujourd'hui. Et l'immigration. Oui, parce que dans un système capitaliste, néolibéral, la libre circulation des biens et des personnes, c'est pour une raison, c'est que les biens et les personnes, c'est mis sur le même pied d'égalité. Parce que si vous reprenez le Capital de Marx, vous avez l'armée de réserve dans laquelle il y a le travail des enfants, il y a le progrès technique et il y a l'immigration. Alors, faut pas être contre le progrès technique, faut être contre le travail des enfants par contre. Mais l'immigration, soit le capital dit ces étrangers volent votre travail pour diviser les travailleurs entre eux, entre nationaux et immigrés. Ça, c'est vrai. Mais inversement, un afflux d'immigrés, c'est une masse de chômeurs en plus, ou
de la main-d'œuvre pas chère qui connaît pas ses droits et qui va pouvoir être exploitée à bas prix. Sans compter la question de moyens de flinguer les services publics en augmentant le nombre de personnes, le nombre de chômeurs, pour sous-financer le truc. Bon, voilà, il peut mettre déjà les copains à leur place pour saboter le truc de l'intérieur, les capitalistes, tous nos acquis sociaux, et pour faire en sorte que la population ne veuille plus parce que voilà, faire passer un discours. Il y a des tonnes de façons pour que nos acquis sociaux, faire convaincre les prolos de ne plus en vouloir en les sabotant de l'intérieur. Faut quand même se rendre compte de ça. Hein, les capitaloches, ils mettent leurs copains aux affaires dans l'État, dans l'État et l'appareil d'État. Ils flinguent les services publics en les dégradant au maximum. Comme ça, ils peuvent les privatiser plus tard. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, les capitaloches. Hein, les capitalistes, ils sont pas idiots. Ils savent comment manipuler la population. Parce que, outre toutes les conneries woke, gauchistes et compagnie, l'essentiel de la population française est profondément de gauche, voire d'extrême gauche. Mais c'est toutes les conneries sur ah tiens je me sens homme, je me sens femme, tiens mais toi l'appropriation culturelle, tous ces trucs là de la gauche, LFI, PS, ELV, Terra Nova et compagnie, tout ça c'est ce qui amène des gens à voter à droite. Hein, voilà. Le truc c'est que Mélenchon est un homme du PS. Ceux qui disent on va flinguer le PS en soutenant la France insoumise n'ont rien compris. Le PS a fait sa mue. Le papillon est sorti de son cocon. Il a juste changé de couleur, le PS. C'est devenu LFI. Ou la NUPES, le New PS. C'est aussi con que ça. Ce PS qui a satellisé le PCF, c'est la même chose, LFI qui satellise le PCF. Faut quand même se rendre compte de ça. Faut quand même se rendre compte de ça. On parle aussi du campisme sur Chavez et compagnie. Moi, j'aurais soutenu Chavez contre les Américains, mais par contre, la République islamique d'Iran, non merci. Hein, ça, c'est autre chose. Ah, c'est tout le problème de la riole politique. Désolé, j'ai le nez qui me gratte. J'ai le nez bouché, j'avais du pollen tout l'été en plus. Euh, Il y a plein de trucs qui vont pas avec LFI. Déjà, sur le côté électoraliste, vous avez vu, je vais prendre un vote, je vais abandonner mes valeurs pour conquérir un nouvel électorat. Ok, mais tu abandonnes ton ancien électorat, c'est complètement con. Parce que cet électorat, il se barre ailleurs, en fait, quand tu le trahis. Voilà. Il y en a qui votent encore par réflexe, mais il y en a qui se barrent ailleurs parce qu'ils se sont fait trahir. Et une partie de ceux justement, il avait pu reconquérir, qui étaient des prolos qui votaient FN, ou qui étaient dégoûtés par le PS. Pas malin du tout. C'est à la fois bête d'un point de vue des principes et d'un point de vue à la fois d'un point de vue idéologique, c'est ridicule, et d'un point de vue stratégique, c'est une catastrophe aussi. Hein, c'est une catastrophe absolue. Et on a un petit passage où il parle du PCF qui, comme je l'ai dit, le PCF s'est déléninisé sous Marchais. Ça, c'est la grosse connerie qu'a fait Marchais, c'est d'accepter ce genre de mutation. Il y avait pas mal de choses qui étaient bien encore à l'époque de Marchais, mais voilà. Et Robert Hus, et le PCF n'est plus communiste du tout. Il faut quand même dire les choses. Euh, le lambertisme étant historiquement très anti-PCF, parce que anti-stalinien, mais il avait un rapport très trouble avec l'URSS et le PCF, parce que il disait quand même qu'il fallait quand même les soutenir, parce qu'il y avait les Américains. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Pour des trotskistes, ils sont très bizarres. Pour Mugabe, hein,
Mugabe, c'est un dictateur du Zimbabwe, et vous verrez quand même que quand vous voyez le mec, ça craint un peu. C'est quelqu'un, la presse britannique disait que c'était un Hitler noir, et il disait oui, je suis un Hitler noir parce que Hitler a été pour la justice pour son peuple. Il avait vraiment des discours louches de dingue, et son truc c'était il faut exterminer les blancs. Il y avait Mugabe, c'était un mec qui sortait ce genre de dinguerie, hein. Il promettait un de faire vivre l'enfer aux blancs, deux de faire vivre l'enfer aux homosexuels, en les comparant à des chiens. Voilà, c'est quand même un niveau de la haine anti-blanche, anti-blanc chez des mecs de LFI. Enfin, comment dire, chez des mecs qui te se- chez des mecs qui font l'éloge de Mugabe, qu'il y ait un jour ou l'autre de la haine anti-blanc, c'est pas étonnant. Hein, qu'il y ait des discours, voilà. Vous savez, il y a des racismes anti-noirs, anti-arabes, et très souvent on parle de cela. Et à juste titre d'ailleurs, voilà, c'est inacceptable qu'on soit raciste envers des gens sur la base de leur couleur de peau, de leur ethnie, tout ce que vous voulez. Mais ça va dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que il y a du racisme anti-blanc, du racisme anti-asiatique, on en parle peu, et le racisme anti-chinois, il y en a eu pendant le Covid, il y en a chez chez des gens qui suivent le discours euro-atlantiste, néoconservateur, qui s'imaginent que les Chinois complotent ou ce genre de conneries. Il y a du racisme anti-asiatique, il y a du racisme anti-russe, anti-slave, notamment avec le discours euro-atlantiste, hein, le racisme anti-russe, voilà, enfin, peut-être moins vers les Ukrainiens, mais bon, comment dire, côté nationaliste ukrainien, vous avez des racismes anti-russes. Voilà, et vous avez du racisme anti beaucoup de choses, puisqu'étant donné ce qu'est le nationalisme ukrainien. Euh, voilà. Ah oui, vous avez des gens qui soutiennent les nationalistes ukrainiens dans les mecs de LFI, hein, ça c'est à un certain niveau. Alors pas tous, non, vous avez un melting pot de gens qui ont pas vraiment, ils ont pas forcément toujours une ligne très bien définie. Euh, mais c'est du flou idéologique total à LFI, LFIFI. Mais comment, déjà, c'est en un tel point que si on revient au sociétal, c'est des mecs qui vous font toutes les leçons de morale sur les LGBTQI et machin truc. Je rappelle, LGB, c'est une orientation sexuelle, lesbienne, gay, bi et bisexuelle. Donc les femmes qui aiment les femmes, les hommes qui aiment les hommes, et des hommes et des femmes qui vont qui vont voir des deux côtés en fait de la barrière, on va dire, qui vont autant se faire plaisir dans leur vestiaire que hors de leur vestiaire, si on veut. Hein, c'est voilà, c'est des gens qui aiment les bisexuels, c'est des gens qui aiment varier leur plaisir. Non, je plaisante, c'est des gens qui aiment les deux et enfin, qui peuvent trouver des partenaires des deux bords. Ça, c'est une orientation sexuelle. Et ça concerne la vie privée des gens. Et dans tous les cas, qu'on soit LGB, lesbienne, gay, bisexuel, ou hétérosexuel, eh ben, tous mes voeux de bonheur. Faites-vous plaisir. Trouvez l'amour de votre vie, ou faites-vous plaisir en ayant un partenaire en menant, bah, si je suis juste pas sérieux, mais que voilà, que vous trouvez du plaisir, je souhaite à chacun le bonheur là. Mais quand vous avez TQ+, vous avez des trucs qui sont autre chose, hein. Vous avez des gens qui s'identifient à un autre sexe que le leur et qui vont jusqu'à faire des opérations qui les mutilent la vie. Ça, c'est pas le même bousin. Hein. Voilà, c'est euh, T c'est pour trans et Q c'est pour queer, c'est-à-dire bizarre en anglais. Des gens qui se revendiquent comme bizarres. Ah, bon, déjà, quand t'as Mugabe à côté qui veut faire vivre un enfer aux homosexuels, faire des leçons de LGBT, ça va un peu, voilà. Hein, mais, et vous avez les gens qui disent non-binaire parce qu'on est ni un homme ni une femme, mais un peu les deux, ou ni l'un ni l'autre. Ok, ok, c'est quoi ce bordel? On n'y comprend rien à vos trucs. Bon, voilà. Vous allez pas rassembler les ouvriers derrière ça. Ah, c'est évident. Vous n'allez pas rassembler des ouvriers. Et vous avez aussi tous les trucs véganes hein, à la con, alors que des ouvriers veulent manger un bon steak, qu'il y a pas mal d'ouvriers. Mais il peut y avoir des ouvriers éventuellement qui sont véganes, mais comment dire? Déjà que ça peut être assez physique.
Alors restreindre des apports alimentaires, bon voilà, on va me dire, ouais, protéines végétales, moi à la rigueur. Mais voilà, et puis il y a le budget aussi qui fait que tu as pas forcément toujours accès à de la viande, mais quand même quand tu en as, tu es bien content. Puis il y a des homos qui aiment bien la saucisse, mais ça c'est autre chose. Heu, voilà, non, faut que j'arrête les blagues un peu coconnes. Mais ouais, des homos qui aiment manger de la viande. Et comment ils veulent faire converger, là, ben, voilà, qu'est-ce que est-ce en plus avec le féminisme, en fait, rien ne va là-dedans. Bon, ça, c'est tous les trucs, on va dire, bobo. Bobo, le bobotariat, on va dire. La dictature du bobotariat. La dictature des minorités, d'un côté, du côté bobo. Et vous avez la dictature des minorités du côté islamo-lumpen. Le truc, c'est que ça va être toutes les rhétoriques sur les quartiers. Déjà, l'islam n'est pas gay-friendly, et ne le sera certainement jamais. Donc vous essayez de concilier la chèvre et le chou quand vous êtes à LFI. Quelqu'un qui est à LFI aujourd'hui essaie de concilier la chèvre islamiste avec le chou LGBT. Ce qui n'est pas forcément la meilleure moyen de protéger les homosexuels, en fait, honnêtement. Hein, bah, protéger les homosexuels avec en protégeant des islamistes, ouais, il faut choisir à partir d'un moment, en fait. Donc voilà, vous avez aussi des contradictions même dans ces quartiers, en des gens qui sont plutôt conservateurs, enfin voilà, et des gens qui seraient plutôt wesh la police, mais au-delà de l'islam, leur truc, vous avez des gens qui sont plus dans le trafic de drogue. Bon, vous avez le lumpen prolétariat et de la lumpen bourgeoisie, mais des gens qui ont un comportement de lumpen, de ce qu'on peut appeler aussi racaille. Il y a la racaille d'en haut, il y a la racaille d'en bas, la bourgeoisie, la racaille d'en haut et la racaille d'en bas, le lumpen. Bah, il peut aussi se constituer une lumpen bourgeoisie sur la base, quand ça se fait du chiffre, le trafic de drogue. Vous voyez bien ce que ça signifie, hein, concrètement. Hein. Vous avez des gens qui... Bon, vous avez des islamistes qui financent là-dessus, et vous avez des gens qui sont dans un islam conservateur qui rejettent ça aussi. C'est un peu bordélique. Vous ajoutez ça à ça aussi, qui est une petite bourgeoisie islamiste. Enfin, souvent, on veut nous dépeindre le musulman comme comme forcément un prolo, avec tout le discours intersectionnel de tu es musulman, tu es forcément arabe et de la banlieue et prolo. Comme s'il n'y avait pas de petits bourgeois qui pouvaient être arabes ou musulmans. Et comme si tout musulman était arabe et tout arabe musulman. C'est faux. Tu peux être arabe sans être musulman. Tu as des arabes chrétiens, juifs. Tu peux être musulman en étant turc ou en étant breton. Voilà. Bon, ah, voilà. Faut quand même. Il y a souvent ce biais assez raciste paternaliste chez le LFiste. C'est c'est forcément tu critiques l'islam, donc tu es contre les arabes, donc tu es raciste. Faut quand même leur rappeler que tu as des arabes chrétiens ou juifs ou athées ou apostats qui fuient les islamistes parce qu'ils ont peur pour leur vie, hein, qui ont peur des islamistes. Vous avez voilà, des gens qui sont apostats de l'islam, ils sont arabes ou turcs ou autres, euh, et vous nous faites des leçons d'antiracisme alors que vous assimilez à une ethnie, une religion, et que vous essayez de caser des gens qui appartiennent à un groupe, à une origine ou une ethnie ou une couleur de peau, vous essayez de les caser dans une religion dont, dans laquelle ils ne veulent pas forcément être en fait. Enfin, et c'est ces gens-là qui nous font des leçons d'antiracisme. Ça devient n'importe quoi. Hein. Faut quand même dire les choses. C'est ces gens-là qui nous font des leçons de morale. Et les filles, c'est vraiment n'importe quoi. Je suis allé plus loin que sur le texte, parce que là, dans le texte, on n'a pas parlé des LGBTQI et machin truc. Et là, ça se rapporte pas qu'à LFI, mais à une bonne partie de la gauche. Mais le problème, c'est que la gauche suit une bonne partie des conneries que dit LFI. Mais aussi des LV, du PS et compagnie. Mais comment vous voulez... comment dire? Vous avez des gens
Moi, je comprendrai jamais. Vous avez des gens, c'est des LGBTistes, et ils sont fans de Ouria Boutelja et des indigènes de la République. Ils sont fans de gens qui leur veulent du mal, en fait. Hein, qui leur veulent du mal. Vous avez des gens, Ouria Boutelja, c'est une femme qui dit que pour elle, un arabe qui fait son coming out est pour elle un traître qui affaiblit la communauté arabe face aux blancs. Elle est vraiment dans cette conception-là du chose. Il y a pas plus réactionnaire que ça. Euh, Il y a quand même des choses qui sont très cringe, hein. Faut dire les choses. Moi, à une époque, j'avais voté LFI. À une époque. J'avais voté LFI, mais c'était à l'époque, ça devait être sous l'époque où il y avait quand même une ligne à la François Delapierre. Une ligne patriote, drapeau rouge tricolore, drapeau tricolore, pas rouge tricolore, c'est plutôt le PRCF. Mais ça explique pourquoi le PRCF a suivi, elle s'est rapproché de LFI et finit par s'inférer infiltré par ces gauchistes. Euh, mais il y avait drapeau tricolore, la République laïque, il y avait des tas de choses qu'ils ont abandonnées pourquoi pour les indigènes de la République. Il y a, si vous voulez, ce qu'on a dit sur Mugabe, c'est exactement des propos que vous pouvez trouver chez les indigènes de la République. Des propos qui veulent mettre en place un système ségrégationniste en France, ou des trucs anti-blancs, du racisme anti-blanc, enfin, vous avez des tas de trucs qui sont très très cringe. Et effectivement, Mélenchon, c'est un idiot utile de Marine Le Pen, du RN. Dire je vais voter à gauche pour faire barrage au RN. Vous avez vu la gueule de cette gauche-là? Vous avez vu la gueule de cette gauche-là? Elle fait peur. Elle fait tellement peur qu'il y a des gens qui arrivent à se dire que le RN est moins pire que LFI. Que vous avez des gens qui se mettent à se dire que le RN, c'est des braves types, parce que c'est pas Macron et parce que c'est pas Mélenchon. Ou l'effet repoussoir que fait Mélenchon est à ce niveau-là. Enfin, j'ajouterais que dès lors qu'on collabore avec des islamistes, faut pas se plaindre que ça se finisse mal. L'histoire, ça existe. Et l'histoire, c'est que lorsque, contre le Shah d'Iran, le Parti communiste s'est allié avec les copains à Khomeini, hein, quand le Parti communiste d'Iran s'est allié avec la faction conservatrice musulmane menée par l'ayatollah Khomeini, quand les islamistes ont pris le pouvoir, les communistes se sont fait flinguer par les islamistes. Il faut rappeler les choses, hein. Le gauchiste qui va soutenir des islamistes, il va littéralement perdre la tête. Il va pas simplement perdre la main, politiquement, comme c'est en train de se faire. Bon, là, il perd la main face à l'extrême droite classique, enfin, face à une extrême droite, on va dire plus autochtone, face à Marine Le Pen, parce qu'ils en sont les idiots utiles. Mais si vous laissez passer des islamistes, ça sera une autre extrême droite islamique qui vous fera la peau. Il n'y a pas d'islam progressiste en politique. Il y a des musulmans progressistes à titre individuel, mais en politique, c'est extrêmement dangereux. Que ça soit du christianisme, de l'islam ou quoi que ce soit, vous avez la même chose avec l'hindouisme pour justifier les castes, c'est dangereux pour personne qui est attaché réellement à la démocratie et au socialisme. Il est difficile de défendre des valeurs égalitaires, républicaines et sociales avec des gens qui en sont les ennemis, avec des réactionnaires, avec des théocrates. Donc quand on n'est pas foutu d'être un bon républicain et de lutter contre l'intégrisme religieux, faut pas étonner de l'avoir dans le baba d'une façon ou d'une autre. Soit parce que tu passes pour un gland comme l'a fait LFI, comme le font les LFistes, ils passent pour des glands. Soit parce que, parce que ta victoire signe ta défaite. Parce que si tu t'es fait bien filtrer par des islamistes et que tu as mis à tous les postes de commande, tu as mis des islamistes,
tout ce que tu voudras de progressiste dans un sens ou dans un autre finira par s'écrouler sous la pression et sous le noyautage de ces gens-là. Pour ce qui est de Louisa Hanoun, alors là, je sais pas exactement tout le truc, parce que ça demande tellement des choses qui sont un peu plus complexes. Mais ce qui est très bizarre, c'est que vous voyez la différence entre les trotskistes français et algériens. Les trotskistes algériens, ça va être des nationaux trotskistes éhontés. Ça va être des gens qui vont vous faire l'éloge de la nation. Vive la nation, vive la nation. Les trotskistes français, c'est abat la nation, abat la nation. Comment vous pouvez concevoir déjà le trotskisme comme une doctrine sérieuse et déjà un rapport égalitaire entre les nations, ce qui est réellement la fondation d'une vision internationaliste, c'est un rapport égalitaire entre les nations, qui respecte la souveraineté, l'indépendance les unes des autres, et qui propose la coopération des travailleurs au-delà des nations. C'est ça l'internationalisme. Comment vous pouvez être internationaliste quand vous détestez votre pays, mais que vous encouragez le nationalisme dans d'autres pays? Vous le découragez chez vous, le nationalisme et l'attachement à la nation. Vous faites même de l'antipatriotisme chez vous. Vous dites ah bah la nation chez vous, mais à l'étranger, vous dites vive la nation. Comment est-ce que ça peut tenir d'un point de vue logique? Il faudrait dire vive les nations. Il faudrait dire, en bon internationaliste, j'aime mon pays, je souhaite l'amitié entre les peuples, sur une base égalitaire avec les autres nations. Pas sur la volonté de détruire ou de mettre traîner dans la boue mon propre pays, ce qui d'ailleurs fait le jeu du camp politique adverse, hein, au passage, hein, nécessairement. Mais, dire ah bah les frontières dans mon pays, mais dans votre pays, ça ne sera pas le cas, hein. Parce que tous ces gauchistes qui rêvent d'un monde sans frontières, ils rêvent que leur pays n'ait plus de frontières. Ils défendent pas de frontières pour leur pays, mais ils disent oh, mais on va quand même défendre la souveraineté d'autres nations, mais pas de la nôtre. Ça rime à quoi? Structurellement, ça mène à rien de bon parce que c'est un discours qui est incohérent, c'est un discours qui tient pas debout. Non, la chose à faire, c'est de dire vive l'indépendance nationale de mes camarades qui luttent pour la lutte de libération nationale dans d'autres pays, ça je suis d'accord. Mais vive la lutte de libération nationale dans mon propre pays, et d'abord dans mon propre pays, parce que si mon pays n'est pas libre, euh, je ne peux pas y mener les politiques sociales pour mon peuple. Et donc je ne peux pas me permettre non plus de le faire pour d'autres peuples, enfin, d'un point de vue logique et stratégique. Il y a, il y a juste ces gens-là brassent de l'air. Je je vois tous ces gens de gauche brasser de l'air, brasser de l'air, brasser de l'air. Ils brassent de l'air. Gna gna gna, je suis internationaliste. T'es pas internationaliste. T'es anti-nationaliste. Contre ton propre pays, tu fais du cosmopolitisme bourgeois. Ou alors tu fais du nationalisme chauvin, mais pour d'autres pays. Et c'est pas de l'internationalisme. Il faut être internationaliste dans le sens prolétarien du terme, et il faut être dans une approche d'un patriotisme populaire, un patriotisme socialiste et un patriotisme républicain. La question, c'est pas. Vous avez des gens qui sont d'une approche ah bah la nation, elle est méchante vis-à-vis de la nation de leur propre pays. Le problème, c'est qu'il faut condamner, euh, non pas en soi le nationalisme, quoi qu'on ça je demande ce qu'on appelle réellement nationalisme au final, pas la nation en elle-même, ou le nationalisme en lui-même, mais toutes les dérives liées au nationalisme. Alors il ne faut pas être nationaliste, il faut être patriote.
Mais savoir sur quelle base on défend la nation. Est-ce que c'est sur la base de la citoyenneté? Est-ce que c'est sur une base sociale et économique, qui est défendre le prolétariat français contre le dumping social, contre la libre-échange et la libre concurrence que les libéraux veulent nous imposer, une barrière douanière? Est-ce que c'est la nation comme cadre de la citoyenneté, de la démocratie, l'État-nation? Ça va avec la souveraineté, comme le social, la conception civique et la conception sociale. Est-ce que on parle de questions culturelles, patrimoniales, ou de questions ethniques et religieuses et folkloriques? Alors évidemment, sur la question du nationalisme ethnique, il est évident que on doit combattre toute conception identitaire, réactionnaire, ethnique de la nation, qui est tout simplement dégueulasse. On n'a pas on est français à partir du moment où on accepte les valeurs républicaines françaises, où on respecte les lois du pays, on vit en France, on respecte les lois du pays, on parle français, on travaille, oui, en France. Enfin, il y a des gens qui sont chômeurs, qui n'ont pas forcément un travail, qui ne sont pas privés de citoyenneté. Il y a l'intégration par le travail, l'intégration par la langue, par la citoyenneté, par le respect des lois, par le respect des valeurs républicaines, l'adoption, la scolarisation des enfants. Là, c'est et les gens qui nous ont une approche ethnique de la nation, il faut les combattre. Le chauvinisme doit être combattu. Sur la question culturelle, vous savez que c'est ambivalent. Parce que vous avez les gens qui ont une conception traditionnaliste de la nation, les racines chrétiennes de la France, on a envie de leur dire de la fermer, logiquement. Et vous avez quand même un patrimoine culturel en France, avec une gastronomie, avec des terroirs, avec du bon fromage, du bon vin, sur ceux qui aiment le vin, moi j'aime pas le vin, mais avec une histoire, des monuments historiques. Et ça, faut le défendre. C'est pas réactionnaire de défendre le patrimoine, si vous voulez. La littérature, ça fait partie du schmilblick. Ça fait partie de la culture française. Et dire ah, il n'y a pas de culture française parce que ça serait raciste, c'est complètement idiot. Comme dire qu'il n'y a pas de langue française, pour revenir sur la langue française. Voilà, c'est vraiment tout le défi des gens qui nous parlent de culture, de ou de multiculturalisme, d'assimilationnisme ou d'intégration. Moi, je dis l'intégration, ce n'est pas l'inclusion. Hein. L'inclusion, c'est le truc des gens qui veulent ouvrir les frontières, si vous voulez, mais qui finissent par vivre dans des safe spaces. Hein, tous ces woke, tous ces gauchistes un peu woke qui veulent ouvrir les frontières, mais qui finissent par s'enfermer dans des safe spaces. Vous savez, les espaces privés pour les petites communautés sur la base de leur sexualité, de leur couleur de peau, du fait d'être des hommes ou des femmes, d'être ceci ou cela. Et il est où le vivre ensemble là? La beauté du vivre ensemble. L'intégration, c'est autre chose. L'intégration, c'est on respecte la langue, les valeurs politiques du pays, c'est le respect des lois, c'est le respect de la République. L'assimilation, c'est encore autre chose, ça fait référence à la culture et suivant la façon dont vous l'interprétez, vous savez c'est un peu différent. Mais quand même, vous devez quand même parler la langue pour vous comprendre en France. Alors, il ne faut pas rejeter tout apport culturel extérieur parce que ça enrichit toujours quelque part un peu, mais ça doit jamais mener à un relativisme culturel en disant oui, mais vous savez, l'excision et le voilement des petites filles, c'est dans leur culture. Quand vous avez ça, voilà, c'est-à-dire qu'entre Éric Zemmour et Sandrine Rousseau, il y a quand même tout un espace. Hein. Entre Éric Zemmour qui dit que on devrait avoir des prénoms français, machin truc, ce genre de conneries, avec et qui dit qui veut qui est ah, et Sandrine Rousseau qui dit ouais mais c'est bien la France n'existe pas. Sandrine Rousseau ou d'autres petits bourgeois de la sorte, vous avez quand même tout un espace dans lequel ben, vous pouvez très bien avoir un nom étranger et respecter les valeurs républicaines françaises. Voilà, vous pouvez très bien être musulman et ne pas porter le voile, par exemple. Vous pouvez très bien être, et ne pas être pour le port du voile. Vous pouvez très bien, vous pouvez très bien parler le français, mais néanmoins jouer
d'un instrument de musique du Maghreb ou d'une région d'Afrique, ou emporter avec vous les plats, les musiques locales d'un autre pays et le faire découvrir aux autres, ce qui est très sympa d'ailleurs. Après, ce ne sera pas forcément du goût de tout le monde parce qu'on a tous des goûts différents. Voilà. Moi, par exemple, j'aime bien manger chinois ou italien. Je suis pas très fan de la cuisine du Maghreb. Voilà. Mais pour autant, j'ai rien contre le fait que des personnes mangent de la semoule, du couscous. Ouais, je suis pas trop fan de la semoule, de l'agneau et compagnie. Mais c'est vrai que ça peut pas être mon kiff, personnellement. Ça peut pas être mon truc. Mais voilà. Le truc, c'est devenu n'importe quoi. Enfin, je vois des mecs de gauche qui me disent que parlent d'appropriation culturelle, mais en même temps qui prétendent être pour le brassage des cultures. Faut avoir un principe de cohérence. Parce que, comment dire, vous êtes pour le brassage des cultures, mais quand vous aimez écouter du jazz, c'est de l'appropriation culturelle. C'est quoi ces délires? C'est quoi ce délire? Vous devez vous fouetter quand vous écoutez du jazz, parce que c'est quand même de l'appropriation culturelle. C'est quoi ce truc? Je croyais que la culture, ça se partageait. Il y a plein de trucs sur lesquels ça tient pas à leur créolisation. Je suis désolé, mais ça tient pas. Ça tient pas d'un point de vue sociologique sérieux, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et c'est fait pour ne pas tenir, en fait. S'il y avait un truc qui, d'un point de vue sociologique, tenait. La bourgeoisie, elle a besoin d'une guerre culturelle. Si les prolos étaient capables de discuter entre eux calmement, sans se foutre sur la gueule pour des raisons identitaires, ils seraient bien plus dangereux pour la bourgeoisie que si jamais vous les divisiez. Oui, enfin, divisés par des guerres culturelles, les prolos sont plus dangereux pour la bourgeoisie que sans division sur le plan culturel, division un peu artificielle par ailleurs. Si vous avez, oui, si vous êtes capable de les faire cliver à ce point sur l'identitaire, les prolos, vous allez pouvoir les empêcher de s'unir pour défendre leur intérêt de classe. C'est évident. Et c'est ce que veut faire cette gauche-là. C'est son but. Son but premier, c'était à la base de ramasser des voix des minorités parce que la classe ouvrière votait plus trop pour elle. Et pour cause, elle les avait un peu trahis. Hein, voilà. Et aujourd'hui, elle est complètement utilisée par la bourgeoisie. Enfin, faut quand même. Alors, je sais pas jusqu'où c'est conscient ou inconscient chez ces gens-là, mais de facto, de facto, plus vous avez une guerre culturelle parmi les pauvres, moins ils sont capables de s'unir pour défendre leur intérêt de classe. C'est évident. C'est évident. Donc, tant que vous aurez les dingueries bizarres de LFI, vous n'aurez pas l'unité des classes populaires contre la bourgeoisie. On voit aussi tout le ralliement, on voit aussi tous ces politiciens qui tournent le dos à leur engagement. Année 2015-2017, farouchement contre le voile, maintenant il y est favorable. Contre le communautarisme, maintenant il y soutient avec ferveur. Hostile à l'islamisme, il le soutient. Voilà. Même les positions sur le conflit israélo-palestinien sur lesquelles il fait tout un foin. Moi, je n'irai pas à fond dans le sujet parce que j'estime qu'il faut avoir une prudence épistémique, une prudence intellectuelle. Épistémique, je ne vais peut-être pas voilà, et jusque-là, mais prudence intellectuelle sur un sujet qui est, me semble-t-il, relativement complexe. Du peu que j'ai envie d'évoquer, du peu que je vais évoquer, c'est moi je suis très mal à l'aise vis-à-vis de la dimension confessionnelle du conflit. C'est-à-dire que si Israël gagne, j'ai bien peur que ce soit un renforcement de l'impérialisme américain dans cette région du monde. Et de l'impérialisme américain en général. Si la Palestine gagne, j'ai bien peur que ce soit pas le FPLP marxiste-léniniste qui prenne le pouvoir, mais le Hamas islamiste qui prenne le pouvoir. Et quand des islamistes prennent le pouvoir, vous savez que c'est pas forcément le résultat le plus progressiste qui soit. C'est même plutôt tout le contraire. Voilà, les islamistes qui prennent le pouvoir, c'est assez problématique.
Déjà que dans la région, il y a Bachar el-Assad qui était renversé, et c'est le nouveau président syrien, c'est quelqu'un c'est un islamiste en fait. Oui, oui, vive la démocratie, on a élu un islamiste. Super. Euh, super. Putain, voilà. Si on n'a pas de reconstruction du mouvement ouvrier sur des bases solides, de toute façon, on aura ce pourrissement-là euh, qui a eu lieu chez Mélenchon et compagnie. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà. Donc je souscris à l'analyse de Monsieur Collin sur le sujet, hein. Voilà, voilà, voilà. Ouais, le Lambertiste, c'est très spécial quand même parce que des trotskistes qui se rallient à la nation et à la République, le trotskisme étant un cosmopolitisme bourgeois, ça pouvait pas tenir de toute façon. Ça pouvait pas tenir sur le long terme. C'est pour ça que Denis Collin n'est plus trotskiste, mais c'est aussi pour ça qu'il critique le léninisme, puisqu'il l'assimile l'un à l'autre et qu'il est dans le vieux logiciel de la gauche anti-stalinienne. Voilà, c'est triste à dire. Mais voilà. Sinon, camarades et citoyens, camarades citoyennes, prenez soin de vous. Raison, égalité, solidarité ou la mort, nous vaincrons. Pour la victoire du prolétariat.